J'ai le plaisir de vous présenter Romain, qui a été recruté cette année à l'INSPE et qui va nous parler de transport optimal dynamique. Exactement. Bienvenue à tous. Donc je fais bien la présentation depuis le CMI, mais du coup je le fais depuis mon propre ordi sur Zoom dans la salle d'audition du CMI. Donc effectivement, j'ai intégré mettre le temps quand même pour moi. Donc j'ai intégré le l'IE2N aussi donc en septembre cette année, et spécifiquement l'équipe de. Oui, je tire la masque. Donc plus spécifiquement l'équipe d'analyse appliquée, et je suis aussi sur l'INSPE d'Aix-Marseille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sujet sur lequel ont porté le gros de mes travaux en fait depuis le début de ma thèse, qui est le modèle de transport optimal dynamique, et plus particulièrement le modèle proposé par Benhamou et Brognier en fait vers la fin des années 90. Et également intéressé donc non seulement au modèle de transport dynamique qu'ils ont proposé, mais également à l'algorithme qu'ils ont proposé à l'époque et qui est encore souvent utilisé aujourd'hui pour résoudre ce problème numérique. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est que le problème du transport optimal? C'est un problème dans lequel on a une masse répartie dans une certaine configuration qu'on souhaite transférer vers une autre répartition, et dans lequel chaque déplacement de masse local va impliquer un coût proportionnel local. Donc l'objectif, c'est de trouver la bonne allocation globale de façon à minimiser un coût de transport global. Donc là, dans notre cas spécifique de ce modèle de Benhamou-Brognier, donc ce modèle dynamique, on va uniquement considérer des mesures à densité dans L2, donc des mesures identiques, et on va considérer l'ensemble des plans de transport qui transportent la mesure, la densité ρ0 sur la densité ρ1, de façon à conserver localement la masse. Et parmi tous ces plans de transport, on va considérer ceux qui minimisent, alors dans ce cas spécifique ici, c'est pas le cas pour tout le transport optimal, mais pour celui-ci, un coût de type euclidien quadratique, qui s'assimile finalement à un coût de type énergie cinétique. Et donc ce cas particulier justement a été beaucoup étudié, et dans ce cas, par exemple, Yann Brognier a pu montrer qu'il existait un unique plan de transport qui s'écrivait comme le gradient d'une fonction convexe, qui va impliquer toutes sortes de propriétés sur ce plan de transport, dont on verra tout à l'heure. Un point important aussi qu'on peut relever ici, c'est que ce coût de transport entre ces deux densités va en fait induire une distance entre les mesures liées, les mesures associées à ces densités, qu'on appelle en général la distance de Wasserstein. Donc la formulation dynamique, en quoi elle consiste? En fait, elle consiste non pas à chercher directement le plan de transport optimal, mais en fait à chercher l'ensemble des interpolations géodésiques entre les deux densités, l'interpolation géodésique pour la distance de Wasserstein justement. Donc en fait, ça va consister à considérer un modèle de transport continu. On va considérer une densité évoluant dans le temps entre ρ0 et 1, qui évolue continuellement de ρ0 à ρ1, et donc chaque étape correspond à un transport intermédiaire le long des trajectoires du transport optimal, du plan de transport optimal. Donc, voilà. En fait, chacune des trajectoires correspond à un transport optimal intermédiaire, avec comme plan de transport l'interpolation linéaire entre le plan de transport global et l'application identité. Donc finalement, ce problème va se ramener finalement à la recherche d'un couple densité-champ de vitesse qui vérifie, qui permet d'avoir une évolution continue donc de la masse de ρ0 à 1, qui va minimiser une certaine énergie cinétique, tout en respectant une contrainte de conservation de la masse. Donc ce problème qu'on voit à la base n'est pas un problème convexe en fait, c'est un problème que ce soit pour la contrainte de conservation de la masse ou pour le terme d'énergie cinétique, ce n'est pas un terme convexe. C'est pourquoi l'auteur de cette formulation, Benhamou-Brognier, avait à leur époque proposé d'introduire plutôt qu'un champ de vitesse et un terme de quantité de mouvement, de façon à rendre à la fois le terme d'énergie convexe et la contrainte de conservation de la masse affine.
Donc voilà, donc un exemple de ce que peut donner un transport dynamique. Donc voilà, on a l'ensemble des interpolations entre la configuration de départ et la configuration d'arrivée. Comme on voit ici, on verra plus tard, on a ici un transport qui ne conserve pas la structure. Hein. Si chaque point va directement vers sa destination en suivant une ligne droite. Un autre exemple ici, donc entre deux gaussiennes, on va déplacer d'une position verticale à une position horizontale. On voit ici de nouveau que la structure n'est pas conservée et que ici la masse se scinde pour se reconstituer à la fin. Donc, moi, mes contributions à ce travail, donc, ça a été principalement d'étudier les conditions d'existence et d'unicité de solution dans L2 de façon générale, et également de m'intéresser à l'algorithme de Benhamou-Grenier proposé, et donc, notamment d'étudier sa convergence. Alors, qu'est-ce qu'il y avait vraiment à faire? C'est qu'en fait, ce modèle de transport optimal dynamique ainsi que le de Benhamou-Grenier, donc, il est utilisé depuis plus de 20 ans. Pardon. Oui, j'ai cru qu'on m'avait interpellé. Donc, utilisé depuis plus de 20 ans, mais cependant, il n'y a pas eu, pour l'instant, en fait, il n'a jamais vraiment eu d'études théoriques, que ce soit sur l'existence de solutions à ce problème dynamique ou pour la convergence de l'algorithme. En fait, il y a déjà eu des études théoriques sur l'existence de solutions, seulement elles étaient limitées à des conditions assez spécifiques, donc limitées à des plans de transport finalement très réguliers et également à des densités qui ne s'annulaient pas sur le domaine de transport. Donc des densités qui même étaient minorées par une constante positive. Donc justement, une partie de mon travail a consisté à montrer l'existence et l'unicité de solutions, même pour des densités qui peuvent s'annuler sur le domaine de transport. Et en fait, c'est le fait que les densités peuvent s'annuler qui va impliquer qu'il puisse y avoir des irrégularités dans le transport. En fait, dès lors qu'il va y avoir un changement de connexité entre, par exemple, la densité finale et initiale, c'est là que cela peut induire des cassures dans le plan de transport qui va impliquer des irrégularités. Je me suis également intéressé à l'exploitation des modèles dynamiques juste pour introduire diverses contraintes physiques, que ce soit des contraintes d'environnement, des contraintes structurelles, l'environnement par exemple les contraintes d'obstacles courants ou des contraintes structurelles internes au champ de vitesse, ou même, comme on verra, des contraintes de dissipation de masse. Donc, je vais faire un point très rapide sur l'algorithme. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de la méthode de Benhamou-Grenier. Juste, je pointe juste sur un fait, c'est que la résolution de ce problème, dans la formulation, passe par peut-être relaxer, donc pas dualiser. On va relaxer tout l'ensemble des contraintes. Et finalement, ce problème va se ramener à la recherche d'un point seul d'un certain Lagrangien. Donc, sans rentrer en détail de comment tire ce Lagrangien ni des termes de ce Lagrangien, juste un point important à remarquer, c'est que dans ce Lagrangien, donc on voit plusieurs variables, et en fait, il n'y a qu'une seule, on a fait deux variables psi et q qui vont représenter les contraintes du champ de vitesse, et une variable mu qui va être la variable d'intérêt pour nous, en fait, qui va représenter donc la densité et la quantité de mouvement. Alors pourquoi je pointe ce point-là? C'est parce que dès lors que justement qu'on a des densités qui peuvent s'annuler sur le domaine, en fait, il va y avoir une infinité de points seuls, en fait, liés au fait que le champ de vitesse peut en fait parfaitement vivre sa vie en dehors du support des densités. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un point important à prouver pour la consistance du problème, c'est de montrer que, quel que soit le point seul que l'on obtienne, cette composante mu de densité, quantité de mouvement est toujours la même, elle. On ne peut pas pour l'unicité des points seuls, on a l'unicité de la composante qui nous intéresse. Donc, vous voyez que quel que soit le point seul qu'on trouve, quel que soit le point de départ de notre algorithme, on tombera vraiment toujours sur la bonne solution. Voilà. Donc, l'algorithme de Benhamou-Grenier, donc je ne veux pas le décrire plus que ça, je précise juste qu'il s'agit d'un algorithme de type, une variante d'une méthode de Lagrangien augmenté. Qu'est-ce que c'est que le Lagrangien augmenté? C'est une version régularisée d'une méthode d'Uzawa. La méthode d'Uzawa, il s'agit en fait non pas de résoudre le problème min-max, mais de résoudre pour être max-min, qui sont équivalents dès lors qu'il existe un point seul, et en fait de calculer à chaque étape la fonction duale et d'effectuer une descente de gradient pour calculer le maximum de la fonction duale. Alors que la méthode de Lagrangien augmenté consiste en fait à changer le Lagrangien de façon à ce que la fonction duale de ce Lagrangien soit en fait la régularisée de Moro-Yoshida de la fonction duale de Lagrangien d'origine. Donc en fait la régularisée de Moro-Yoshida, donc c'est une nymphe convolution qui va avoir pour propriété de rendre la fonctionnelle différenciable et de conserver les maximums, ce qui fait qu'on ne va pas changer la solution avec cette régularisation.
On pourrait dire autrement que les poinçelles du Lagrangien augmenté vont être les mêmes que les poinçelles du Lagrangien de règle. En fait, voilà, on va rechercher les mêmes poinçelles, mais cette fois avec une fonction duale régularisée, ce qui va évidemment rendre plus efficace la descente de gradient. Donc, si j'analyse les propriétés des poinçelles de ce Lagrangien, en fait, on va pouvoir caractériser tout ce qui caractérise un transport optimal dynamique au niveau des propriétés du champ de vitesse et de la densité. On va donc résoudre ce problème, finalement prouver qu'on revient à chercher une densité donc évoluant continuellement dans le temps et un champ de vitesse qui vérifie un certain nombre de contraintes suffisantes en fait, donc la contrainte de conservation de la masse bien sûr, et un certain nombre de contraintes sur le champ de vitesse structurel, notamment le fait que le champ de vitesse doit être irrotationnel et vérifier une équation de Burger, ce qui va impliquer notamment le fait qu'on ait des trajectoires en ligne droite, sans croisement et sans chevauchement. Donc finalement, prouver l'équidistant, on revient juste à chercher à trouver le bon champ de vitesse de façon à ce que la densité transportée par ce champ de vitesse coïncide bien avec la densité voulue, c'est-à-dire l'ensemble des interpolations géodésiques par donc l'ensemble des densités intermédiaires selon le plan de transport optimal. Donc bon, la difficulté là-dessus vient venir justement, comme je le disais, du fait que dès lors qu'on va avoir des plans de transport réguliers, donc dès lors qu'on va avoir des densités qui s'annulent, donc non seulement bien sûr pour prouver l'existence de solution, mais aussi pour prouver l'unicité de la solution, parce qu'on avait dit il va exister une infinité de poinçelles parce que le champ de vitesse peut vivre sa vie en dehors du support, donc il va quand même falloir dans tous les cas prouver l'unicité de la densité ρ, même pour la densité qui s'annule. Donc voilà, donc là, le problème d'un champ de quantité, voilà, c'est l'apparition de cassures dans le champ de vitesse qui va fortement impacter la régularité du champ de vitesse. Notamment, si on fait une étude spécifique du champ de vitesse dans ces transports optimal, dès lors qu'il va y avoir une cassure, en fait, on va avoir des champs de vitesse dont la régularité ne peut pas dépasser, ne peut pas atteindre H1. En fait, on va avoir des champs de vitesse dont la régularité va être dans n'importe quel W1P avec P strictement inférieur à 2. Donc, on va être presque dans H1, mais pas dans H1, qui va bien sûr être embêtant pour pouvoir montrer directement l'unicité d'une densité dans L2. Donc en fait, bon, on va quand même pouvoir s'en sortir, mais du coup, il va falloir passer par toutes sortes de régularisations. En fait, on va pouvoir lisser les cassures de façon à obtenir malgré tout une unicité. Donc je ne rentre pas plus dans les détails, mais donc c'était voilà, ce problème spécifique, le gros du problème auquel je me suis intéressé durant mes travaux. Donc je reviens tout de suite à des éléments plus visuels. Rapidement, donc le fait que je parlais du fait d'introduire d'utiliser la formulation dynamique pour introduire des contraintes de type des contraintes dans le modèle mécanique des fluides, par exemple soit des contraintes de type externe, par exemple d'obstacles ou de la présence de courant, des contraintes de type interne sur la structure même du champ de vitesse et de la structure de la densité que l'on transporte. Donc là, par exemple, un exemple où on souhaiterait déplacer notre gaussienne en évitant la côte bretonne. Donc en fait, là, un modèle simple, ça peut être simplement de pénaliser le terme d'énergie dans le modèle de transport dynamique. Donc, par exemple, avec une matrice défi positive. Cette pénalisation, bon, déjà, lorsque la matrice n'évolue pas dans le temps, en fait, se ramène en fait à introduire une métrique riemannienne, en fait, à effectuer un transport sur une variété riemannienne. Donc, c'est des cas qui sont déjà étudiés. Et surtout, on va avoir ici, surtout pour avantage, au niveau de l'algorithme lui-même, de ne absolument pas l'alourdir, ou presque pas. C'est-à-dire que dès lors que en fait, la seule étape que ça modifie, bon, j'ai pas décrit l'algorithme, en fait, dans l'algorithme, il y a une étape de projection L2 sur un parallélographe fermé, et qui en fait va se ramener, donc une projection point par point, finalement, vu que c'est une projection orthogonale dans L2, et donc il va se ramener finalement à chaque projection à chercher la racine d'un polynôme de degré 3 qui se résout par une formule de Cardan, donc la 5 implicite. Si j'ai introduit une pénalisation de type simplement obstacle non polarisé, bah, ça reste exactement, c'est juste que je vais réduire la paraboloïde et contracter la paraboloïde, mais ça reste exactement la même projection, toujours polynôme de racine de degré 3 et une forme de Cardan. Si je commence à introduire des polarisations, donc faciliter certaines directions, là je vais un peu écraser ma paraboloïde, mais bon, du coup je vais me ramener pour la projection à chercher la racine d'un polynôme de degré 5. Donc bon, c'est juste je résous avec une petite méthode de Newton, donc ça fait quelques étapes en plus, mais ça alourdit à peine les choses. Donc voilà, petite démonstration de ce que ça peut donner. Là, notre gaussienne qui contourne bien l'obstacle qui se scinde. Notre exemple plus rigolo avec une gaussienne dans un labyrinthe ici, donc on voit là j'ai pénalisé justement les parois du labyrinthe et on voit que la gaussienne va chercher automatiquement le chemin le plus rapide.
Un autre exemple ici, autre exemple, cette fois la gaussienne va se scinder pour trouver le chemin qui minimise donc, son énergie de transport. Autre exemple ici avec cette fois, vous voyez ATX qui est égal à alpha TX, donc en fait des obstacles qui vont évoluer dans le temps, donc les portes qui vont se fermer dans le labyrinthe. Là, on voit que la gaussienne entre guillemets anticipe la fermeture du labyrinthe, puis se libère pour se précipiter à sa position d'arrivée. Autre contrainte externe qu'on peut introduire, donc je parlais là c'était des contraintes d'obstacles fixes, mais justement je vous montrais tout à l'heure l'exemple de la barre où chaque fois on va converger directement à sa destination sans maintien de la structure. On peut aussi donc favoriser certaines directions par rapport à d'autres. Donc là par exemple si je favorise ces directions rotatives, je peux maintenir la structure de la barre, où ici on oblige les points à passer près du centre, etc. Alors bon là le truc c'est que bien sûr c'est un peu triché parce qu'en fait c'est les directions des trajectoires des points que je modifie et non pas la structure interne. Aucun point n'influe sur son voisin, chacun suit sa propre trajectoire. Mais je peux aussi essayer de contraindre un peu la structure interne du transport, par exemple en réintroduisant le champ de vitesse et en pénalisant, en contraignant ce champ de vitesse. Alors bien sûr, si j'introduis le champ de vitesse, le problème n'est plus tellement convexe, je vais avoir en fait deux termes convexes indépendants, et que je vais pouvoir essayer de coupler par un terme de façon à maintenir une continuellement proche du produit densité-vitesse. Donc là, par exemple, là un exemple où je compare le transport optimal sans contrainte avec ici une contrainte d'incompressibilité obtenue en pénalisant la divergence du champ de vitesse, ou ici une contrainte de rigidité obtenue en pénalisant le gradient de la vitesse et du transposé du champ de vitesse. Donc je finis juste là-dessus. Autre contrainte qu'on peut introduire, des contraintes de dissipation. Donc là, on peut imaginer par exemple un train qui transporterait du charbon d'une zone de production à une zone approvisionnée et qui, pour ce faire, consomme une partie du charbon qu'il transporte pour le transport lui-même. Donc l'idée, ce serait de savoir en ce type de configuration quelle serait l'allocation optimale qui minimise la déperdition de la ressource que l'on transporte. Là, par exemple, un exemple d'un modèle que j'étudie où je suppose une dissipation de type frottement. Donc là, en fait, il suffit juste d'introduire un terme de dissipation un terme source, enfin un terme de dissipation dans l'équation de continuité. Alors, qui fait qu'on obtient un espace de contrainte qui n'est plus convexe, mais qu'on peut en fait relaxer de façon à rendre cet espace convexe sans changer la solution, c'est-à-dire que la solution optimale obtenue dans le cadre d'un espace relaxé, justement, va coïncider avec les solutions obtenues dans le canon relaxé, dans le canon convexe. Donc, en ce moment, justement, dans la prolongation de cette idée, avec certains collègues, on a lancé un projet d'introduction, justement, d'introduire cette contrainte de dissipation dans un modèle de transport branché pour modéliser le déploiement de ce qu'on appelle le Pfizer polycéphale, cet organisme unicellulaire macroscopique qui a tendance à optimiser son déploiement entre diverses sources de nourriture et enfin un nombre de réseaux. Alors je parlais de transport branché, donc qu'est-ce que c'est le transport branché? C'est juste un transport dans lequel la contrainte le coût de transport ne va pas être proportionnel à la masse transportée, mais être sous-additif. C'est-à-dire que dans ce transport-là, il est plus intéressant pour une même masse de la transporter en une seule fois plutôt qu'en plusieurs fois. Et donc d'avoir un transport qui va avoir tendance à s'organiser en réseau. Et donc c'est dans ce transport qu'on voudrait introduire une contrainte de dissipation pour modéliser le fait que dans le déploiement, une partie de la masse va être immobilisée pour former le réseau veineux et assurer la structure cellulaire, justement. Voilà, je finis là-dessus. Je peux juste préciser qu'à côté de ça, je fais aussi des activités à l'INSPE, donc il y a un avec transport optimal, toutes des activités de type développement d'outils éducatifs pour la prise de conscience des phénomènes auto-émergents et d'auto-organisation émergente dans la nature. Donc le fait simplement qu'une règle locale extrêmement simple puisse engendrer un comportement global très complexe et organisé. Et l'idée, c'est plutôt de développer les activités en se basant dans des modèles tels que les automates cellulaires, justement, que ce soit pour le premier degré ou pour le deuxième degré, donc pour rendre compte de l'émergence de formes dans la nature, comment une communication locale extrêmement simple peut engendrer une organisation globale très complexe, comme par exemple les fourmis, comment l'application simple d'une règle locale peut engendrer la duplication de motifs, etc. Donc là, c'est l'exemple du compteur de Fredkin. On pourrait imaginer comme un jeu collectif ou comme vous voyez ici, de façon plus complexe pour dupliquer des images ou des motifs, etc. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai déjà dépassé le temps, je vais aller. Donc je suis heureux aussi, moi, d'être ici.